Regardez une vieille carte du monde. Regardez ses couleurs nettes, ses frontières propres, ses catégories rassurantes. Regardez les visages rangés dans les anciens atlas, comme si chaque peuple avait été placé dans une case définitive. Tout semble stable, tout semble logique, et pourtant, presque rien ne l'était. Pendant très longtemps, l'idée dominante était simple. Les peuples du monde seraient des blocs anciens, des groupes séparés, des lignées presque intactes. On imaginait des nations enracinées depuis toujours dans leurs terres. On répétait que les frontières avaient changé, mais que le sang, lui, avait traversé les siècles sans presque bouger. D'autres racontaient une version plus romantique. Chaque peuple descendrait d'un ancêtre fondateur, d'une tribu originelle, d'un royaume ancien dont les descendants seraient encore reconnaissables aujourd'hui. Ces récits sont puissants, ils sont faciles à retenir, ils flattent l'orgueil, ils donnent l'impression qu'une identité peut rester pure, continue, presque inviolée. Mais cette histoire n'a pas résisté à la preuve. Quand les scientifiques ont commencé à comparer l'ADN des populations modernes, puis surtout l'ADN ancien, extrait d'ossements, de dents et d'os du rocher de l'oreille, le décor a changé, très vite. Le monde humain n'apparaissait plus comme une collection de lignées isolées. Il ressemblait à autre chose. À un paysage traversé sans cesse, à une mer de déplacements, à une suite de rencontres, de remplacements partiels, de mélanges, de goulots d'étranglement et de survivance minuscules. L'idée était belle, elle était aussi trop simple. Ce que la génétique moderne a trouvé n'a pas seulement nuancé le vieux récit, elle l'a remplacé. Le premier choc est venu d'un fait immense, presque vertigineux. Si l'on remonte assez loin, les racines profondes de notre espèce conduisent vers l'Afrique. Les lignées humaines les plus anciennes s'y trouvent. La diversité génétique la plus profonde aussi. Cela ne veut pas dire que l'histoire du monde peut se résumer à une seule marche simple, comme une file ordonnée qui tente un point d'origine pour remplir la planète. Cela veut dire quelque chose de plus troublant. Les premiers chapitres sont africains, mais les chapitres suivants sont un enchevêtrement. Pendant longtemps, certains modèles imaginaient des expansions humaines assez propres, presque géométriques. Un groupe avance, il se sépare. Puis ses descendants continuent ailleurs, comme un arbre, tronc, branche, sous-branche, un schéma élégant, presque scolaire. L'ADN ancien a montré que l'arbre ne suffisait pas. L'histoire humaine ressemble moins à un arbre qu'à un fleuve qui se divise, se rejoint, déborde et revient sur lui-même. Des groupes partent, d'autres arrivent. Certains disparaissent, d'autres laissent peu de traces visibles dans les langues ou dans les objets, mais beaucoup dans les génomes. Parfois, la culture voyage sans que la population bouge massivement. Parfois, c'est l'inverse. Les objets semblent familiers, mais les gens ont changé. L'idée survit, la population, elle, non. Et ce renversement n'a pas concerné un seul continent. Il a touché presque partout. Même avant de parler des peuples historiques, il faut revenir plus loin encore, bien plus loin. Car l'une des révélations les plus frappantes n'a pas concerné une nation moderne, mais notre propre définition de l'humain. On a longtemps imaginé que les humains modernes avaient remplacé les autres formes humaines de manière nette. Une arrivée, une victoire, une substitution. Encore une fois, un récit propre. Puis la génétique a découvert autre chose. Les humains modernes qui ont quitté l'Afrique ont rencontré d'autres humains. Pas des monstres, pas des légendes. Des humains archaïques, les Néandertaliens par exemple. Et ces rencontres n'ont pas laissé seulement des outils ou des os. Elles ont laissé des fragments d'ADN dans beaucoup de populations actuelles hors d'Afrique. Plus tard, une autre surprise est apparue en Sibérie, les Denisoviens, un groupe longtemps invisible pour l'histoire classique, révélé en grande partie par la génétique elle-même. Ce n'était pas une correction de détails, c'était un renversement de décor, le passé n'était pas propre. Il était peuplé de croisements, de coexistence, de disparitions et d'héritages invisibles. Puis les scientifiques ont commencé à ouvrir les grandes archives du temps humain plus récent. Et là encore, les mythes se sont fissurés. En Europe, par exemple, l'ancienne idée d'une continuité simple entre les premiers habitants, les premiers agriculteurs et les peuples historiques a volé en éclats. Les chasseurs-cueilleurs de l'après-glaciaire ne racontent pas seuls l'histoire européenne. Des agriculteurs venus d'Anatolie ont diffusé l'agriculture, mais ils n'ont pas transmis seulement des techniques. Ils ont apporté des gènes. Puis, des millénaires plus tard, des populations des steppes ont connu des expansions massives qui ont laissé une empreinte immense sur de larges régions d'Europe. Ce n'était pas seulement un échange commercial. Ce n'était pas seulement une mode. Dans plusieurs régions, l'ADN raconte des arrivées réelles, profondes, parfois brutales dans leurs conséquences démographiques. L'un des cas les plus frappants concerne la Grande-Bretagne préhistorique.
Pendant très longtemps, Stonehenge et les monuments mégalithiques semblaient appartenir naturellement aux ancêtres directs des populations suivantes. Mais quand l'ADN ancien a été comparé, le tableau est devenu plus sévère. Après l'arrivée de groupes lysophénomènes campaniformes, une grande partie du patrimoine génétique antérieur a été remplacée en quelques siècles. Les bâtisseurs des grands monuments n'ont pas disparu sans reste, mais ils ne sont pas devenus, de façon simple et intacte, le cœur génétique des populations suivantes. La pierre était restée, la population avait changé. Le même type de surprise a émergé ailleurs. En Asie du Sud, l'idée d'origine parfaitement distincte et immobile a cédé face à un passé de mélange profond. Les recherches génétiques ont montré que de très nombreuses populations du sous-continent portent des proportions variables d'ascendance différentes, liées grossièrement à des ensembles venus de l'ouest de l'Eurasie, et à d'autres plus profondément enracinés en Asie du Sud. Là encore, le récit n'est pas celui d'une pureté préservée, c'est celui d'une recomposition. En Afrique, le continent qui porte la profondeur la plus ancienne de notre histoire, la situation n'est pas plus simple. Les expansions bantoues ont diffusé des langues, des techniques et des populations sur de vastes territoires. L'Afrique de l'Est porte aussi des traces de contact avec des ascendances venues d'Eurasie occidentale. Madagascar, elle, garde dans son ADN un témoignage étonnant de lien entre l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. Même là où l'ancienneté est immense, l'histoire récente a continué de déplacer les cartes. Pas immobile, mais mouvante. Pas pure, mais tissée. Pas isolée, mais connectée. Les Amériques ont offert une autre leçon. Pendant longtemps, on parlait du peuplement du Nouveau Monde comme d'un seul mouvement simple depuis l'Asie. En réalité, l'image a gagné en profondeur et en complexité. Les ancêtres des peuples autochtones des Amériques portent notamment la trace d'un mélange ancien entre une population apparentée aux Asiatiques de l'Est et une autre reliée à ce que les chercheurs appellent parfois les anciens nord-eurasiens. Certains restes anciens ont également montré que les relations entre populations passées et populations actuelles n'étaient pas toujours celles que l'on imaginait intuitivement. Des groupes ont laissé une descendance partielle, d'autres ont été remplacés, absorbés, déplacés. Encore une fois, le sol donnait une impression de permanence. Les génomes racontaient des transitions. Et puis il y a eu la question des lignées paternelles et maternelles. C'est ici que beaucoup de récits identitaires se sont révélés particulièrement fragiles. Quand on parle de l'ADN d'un peuple, on imagine souvent un bloc homogène. Mais certains outils génétiques racontent des histoires plus fines. L'ADN mitochondrial, transmis par la mère, suit une ligne maternelle. Le chromosome IKAL, transmis de père en fils, suit une ligne paternelle. À eux seuls, ces marqueurs ne résument pas un peuple. Ils sont trop étroits pour cela. Mais ils sont capables de montrer comment certaines lignées ont survécu, disparu, explosé ou reculé. Et ce qu'ils révèlent est souvent dérangeant pour les récits trop propres. Dans certaines régions, des lignées paternelles ont connu des expansions spectaculaires. Cela peut arriver lorsqu'un petit nombre d'hommes laissent une descendance disproportionnée à cause du pouvoir, de la guerre, du prestige social ou d'un effet fondateur. Ailleurs, les lignées maternelles racontent une autre histoire, avec davantage de continuité locale ou, au contraire, d'autres formes de circulation. Parfois, l'ADN du chromosome IK et l'ADN mitochondrial ne dessinent pas le même passé. Cette discordance n'est pas une erreur, c'est une archive sociale. Elle peut suggérer des migrations biaisées selon le sexe, des conquêtes, des intégrations asymétriques, des unions inégales, des frontières franchies par certains plus que par d'autres. Autrement dit, même quand une population semble stable à l'échelle d'une carte, les hommes et les femmes n'ont pas toujours vécu la même histoire. L'Europe néolithique en a donné un exemple fascinant. Dans certaines zones, les données suggèrent que l'interaction entre agriculteurs et chasseurs-cueilleurs n'a pas été parfaitement symétrique. Une partie de la remontée d'ascendance chasseuse-cueilleuse, observée plus tard, paraît avoir été plus marquée du côté masculin. Cela ne donne pas tout le scénario. Mais cela rappelle une chose essentielle. Les génomes ne racontent pas seulement où les gens vivaient. Ils commencent aussi parfois à dire comment les sociétés fonctionnaient. L'ADN ne montre pas seulement des peuples, il montre des rapports de force. Puis viennent les populations isolées, les vallées fermées, les îles, les montagnes, les communautés qui semblent confirmer le vieux rêve d'une continuité intacte. C'est là que beaucoup s'attendaient à trouver des capsules du temps parfaites. Parfois, il existe bien une continuité remarquable, mais même alors, elle n'a presque jamais la simplicité rêvée. L'isolement peut préserver certains signaux anciens. Il peut aussi amplifier les effets du hasard. Quand une petite population traverse une famine, une épidémie,
une migration réduite ou une fondation par quelques familles, certaines variantes génétiques deviennent soudain beaucoup plus fréquentes. Non parce qu'elles représentent une essence supérieure ou mystérieuse, mais parce qu'un petit groupe a survécu et s'est multiplié. C'est le mécanisme du goulot d'étranglement. C'est l'effet fondateur. Et ces effets ont laissé des empreintes dans de nombreuses populations du monde. Ce qui semble immémorial est parfois récent. Ce qui semble naturel est parfois accidentel. Ce qui semble éternel est parfois le produit d'un très petit nombre de survivants. Même les traits physiques, souvent transformés en symboles identitaires, racontent une histoire moins intuitive qu'on ne le croit. La pigmentation de la peau, par exemple, n'est pas une signature simple d'appartenance éternelle, c'est un ensemble de variations influencées par la sélection, l'environnement, les mélanges et le temps. La tolérance au lactose, souvent présentée comme un trait culturel devenu biologique, a augmenté dans certaines populations à cause d'avantages liés à l'élevage et au mode de vie. Des gènes liés à l'immunité ont été favorisés par des environnements nouveaux, des contacts accrus et probablement par les maladies elles-mêmes. L'altitude a laissé sa marque dans certaines populations de montagne. Le froid, le régime alimentaire, les agents pathogènes, tout cela a sculpté des différences réelles, mais sans jamais créer les blocs purs qu'aimaient imaginer les vieux récits raciaux. Les différences existent, les essences, non. Et plus les bases de données ont grandi, plus la même conclusion est revenue. Encore et encore. Avec les génomes modernes, avec les génomes anciens, avec les lignées maternelles, avec les lignées paternelles, avec les analyses à l'échelle du génome entier. La plupart des populations humaines ne descendent pas d'une seule souche locale restée intacte depuis la nuit des temps. Elles sont le résultat d'assemblages, d'anciennes continuités, oui, mais traversées par des arrivées, de survivances profondes, oui, mais combinées à des remplacements partiels, de mémoires biologiques qui se contredisent parfois selon l'époque qu'on observe. C'est pour cela que tant de récits nationaux paraissent solides jusqu'au jour où la génétique les rencontre. Prenez les mythes de pureté. Ils promettent une lignée sans mélange. L'ADN les broie presque partout. Prenez les mythes de permanence absolue. Ils promettent qu'un peuple actuel est simplement le même peuple qu'hier, juste habillé autrement. L'ADN répond souvent par des couches. Prenez les mythes de supériorité. Ils supposent qu'une population aurait gardé une essence particulière, préservée, presque sacrée. L'ADN montre au contraire une humanité faite de croisements répétés, d'emprunts, de déplacements et de parenté inattendue. Les frontières politiques ont voulu séparer. Les génomes ont continué de relier. Ce constat dérange certaines idéologies parce qu'il détruit un fantasme ancien. Le fantasme qu'une identité vraie serait celle qui n'aurait jamais changé. Or, dans l'histoire humaine, ne pas changer est presque l'exception. Bouger, se mêler, absorber, être absorbé, survivre à travers une petite fraction de soi, voilà la règle beaucoup plus souvent que l'inverse. Mais il y a ici une nuance importante. Dire que les peuples sont mélangés ne signifie pas qu'ils sont interchangeables. Dire que les origines sont complexes ne signifie pas que les cultures sont superficielles. La génétique ne dissout pas les histoires humaines, elle les approfondit. Elle montre que l'identité n'est pas un mensonge, mais qu'elle n'est presque jamais simple. Elle n'efface pas les appartenances, elle les replace dans le temps long. Un peuple n'est pas faux parce qu'il est composite. Une nation n'est pas vide parce qu'elle a absorbé plusieurs couches d'ancêtres. Une langue n'est pas moins réelle parce que ceux qui la parlent portent des héritages venus de plusieurs horizons. En réalité, la leçon la plus forte de tout cela est peut-être inverse de celle que redoutent certains. Nous ne sommes pas moins réels que les vieux mythes le disaient. Nous sommes plus historiques, plus profonds, plus improbables. Ce que l'ADN ancien a mis au jour, ce n'est pas la fin des peuples. C'est la fin des contes naïfs sur les peuples. Derrière chaque nom collectif, il y a des siècles de rencontres oubliées. Derrière chaque drapeau, des lignées qui se sont croisées bien avant que le drapeau existe. Derrière chaque visage qu'on croyait facile à classer, des migrations anciennes, des séparations provisoires, des retours, des pertes et des transmissions silencieuses. Et c'est là que le mystère devient plus grand, pas plus petit. Car si les peuples du monde ne sont pas les blocs simples qu'on nous avait promis, alors qu'est-ce qui a vraiment survécu? Pas la pureté, pas la fixité, pas la frontière. Ce qui a survécu, c'est la continuité à travers le changement, la mémoire à travers le mélange, la parenté à travers la rupture. Des fragments très anciens vivent encore en nous, mais rarement seuls. Ils vivent avec d'autres fragments, venus d'autres routes, d'autres temps,
d'autres rencontres. Nous sommes faites de couches qui ont tenu ensemble assez longtemps pour devenir un nous. Voilà pourquoi les résultats ont semblé plus troublants que prévu, parce qu'ils n'ont pas seulement répondu à une question scientifique, ils ont touché à une croyance intime. Beaucoup voulaient savoir d'où vient leur peuple. La génétique a répondu par une vérité plus exigeante. Votre peuple vient de plusieurs mondes, de survivants différents, de mélanges anciens qui ont fini par paraître naturels, de disparitions aussi, de hasards démographiques, de frontières franchies puis oubliées. Et pourtant, cela n'enlève rien. Au contraire, cela veut dire qu'une identité n'est pas faible parce qu'elle a été formée par des croisements. Elle est forte précisément parce qu'elle a survécu à travers eux. Cela veut dire qu'un peuple n'est pas un bloc de pierre tombé du ciel. C'est une longue construction humaine, biologique, culturelle et historique. Cela veut dire que les ancêtres ne nous ont pas légué une ligne droite. Ils nous ont légué une traversée. Ce que les scientifiques ont comparé, ce n'était pas seulement de l'ADN. C'était l'écart entre nos mythes et notre histoire réelle. Et ce qu'ils ont trouvé est peut-être la vérité la plus humaine de toutes. Nous n'étions jamais aussi séparés que nous le racontions. Nous n'étions jamais aussi purs que nous l'imaginions. Nous n'étions jamais aussi simples que nos cartes. Mais nous étions déjà liés, depuis bien plus longtemps qu'on ne l'avait cru.